Salam alaikum Azoul. Bonsoir. Le président du MSP, Abdelrazak Makri, est vigoureusement entré dans une initiative politique présentée comme étant majeure par une presse qui en fait ses choux gras. Alors, quelle est donc cette initiative? Pour reprendre les termes du MSP, il est question, je cite, d'une démarche de consensus national pour une sortie de crise, pour aller vers une transition politique et économique réussie. Fin de citation. Vaste programme, abondamment et généreusement repris par la presse, comme dans une opération savamment orchestrée. Pour certains observateurs qui ne sont pas très relayés, eux, ce n'est là qu'une initiative comme tant d'autres, incolore, inodore, sans effet sur l'opinion publique électorale, malgré le battage sans véritable autre contour que de réunir autour d'une table des formations politiques proches du pouvoir pour discuter de sujets qui ne fâchent personne, pour évoquer des lieux communs de la politique de salon, et surtout, ne pas dire les choses par leur nom. Un DZ Facebooker, très perspicace, Abdelrazak Al-Aibi, a écrit ceci sur son mur qui reflète ce que pensent et disent les réseaux sociaux. Je le cite. مقري بن يونس ويحيى ولد عباس رايحين يتلاقاو ويسقموا البلاد. Fin de citation. Mokri Ben Younes et Yahya Ould Abbas vont se rencontrer et redresser le pays. Alors, et dans cette très remarquée initiative, Makri s'exprime beaucoup, mais ne dit pas grand-chose, du moins rien de vraiment clair. Il est très allusif, très évasif, jusqu'à dire une chose et son contraire. Il affirme clairement que ce sont les militaires qui sont les responsables de ce qu'il appelle la carte politique en Algérie. Responsables depuis des années, dit-il. Ça, c'est bien. Mais dans le même temps, il les appelle à participer à une dynamique de véritable transition. Non pas de s'impliquer ni de rendre le pouvoir, mais de participer, comme s'ils n'avaient qu'une petite partie du pouvoir. Et dans d'autres déclarations, il demande aux militaires de se retirer de la décision politique. Nous voulons que cela cesse, dit-il, mais dans le calme et dans le cadre d'un dialogue serein, lance-t-il. En tous les cas, cette soudaine frénésie du MSP, un parti politique somme toute très moyen, pour dire les choses, islamiste bon chic, bon genre, qui a toujours frayé dans les eaux du régime, son véritable ancrage dans le potentiel électoral, cette soudaine frénésie, dis-je, tous azimuts, mais qui se confine néanmoins dans des contacts avec des forces secondaires, des coquilles politiques vides, n'est pas sans coïncider néanmoins avec ce qui semble être une grande purge, ou une guerre des clans, ou un éclatement du consensus sur lequel reposait toute la logique du régime, ou peut-être les trois en même temps. Est-ce un hasard de calendrier? Cette hyperactivité coïncide aussi avec un état de fait qui n'a pas été sans interpeller tous les observateurs. C'est cette disparition de tous les radars de M. Frère Saïd Bouteflika, dont tout un chacun sait qu'il règne en les noms et lieu du président en titre, dont tout un chacun sait qu'il avait réussi à conclure un deal avec les chefs de l'armée pour un 4e mandat. Là, depuis le limogeage de barons sécuritaires dans le puissant DGSN, depuis que l'option du 5e mandat semble sérieusement remise en question par ceux-là même qui la soutenaient, voire qui l'imposaient, le clan présidentiel, et tout particulièrement Saïd Bouteflika, le chef de la fratrie et de toutes les clientèles qui lui sont attachées, est soudainement entré en hibernation.
il n'y a plus que Ould Abbas qui donne signe de vie dans les relais de la fratrie. Le problème est que Ould Abbas est très contre-productif pour la même fratrie, puisqu'à chaque fois qu'il s'exprime, il épuise davantage le peu de capital sympathique qui restait, un tout petit peu, pour une oligarchie qui avait réussi à faire l'unanimité contre elle. Les habituels nervis exceptés, bien sûr. Saïd a donc disparu de la scène politique au moment où un parti de moyenne importance, du courant islamiste modéré, occupe le devant de la même scène. Est-ce un hasard, un agenda, une partition d'une pièce qui va être jouée? C'est ce que nous allons demander à nos invités aujourd'hui. Liberté. Les directions des deux partis se sont rencontrées hier, FFS-MSP, à chacun son consensus. Par Nissa Hamadi. Express des aides. Rencontre dimanche entre Ouyahia et Makri. Par Najwa Dani. TSA. Abdelrazak Makri, nous ne cherchons pas à faire tomber des têtes. Par Marlouf Mehni. Abdelrazak Makri, hyperactif, Saïd Bouteflika, furtif. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Ilyas Rahmani, président des Forces vives algériennes. Merci Ilyas Rahmani d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Merci. Au téléphone, nous aurons Karim Tabou, président de l'UDS, et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Ilyas Rahmani, alors cette question, est-ce un hasard? Est-ce un agenda? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tout ça coïncide? Cette hyperactivité du MSP, somme toute un parti moyen, avec la grande purge, où on l'appelle comme on veut, avec cette disparition des radars de Saïd Bouteflika, d'après vous? D'après moi, de ce que j'ai lu dans la presse et suite aux déclarations de M. Moukari, eh ben, on constate que ce monsieur-là, il fait appel à l'armée pour participer à une transition dont il n'explique pas les mécanismes, ni comment l'armée va intervenir, ni quel rôle elle aura à jouer, quelle est la constitutionnalité du rôle de l'armée par rapport à une transition, comment engager une transition alors que, soi-disant, on a un président élu démocratiquement, etc., on a des institutions et tout ça. Du moment qu'il n'explique aucun mécanisme, c'est que ce monsieur a été instruit, tout simplement pour lancer une campagne de propagande. Ça peut être ou bien un ballon d'air, tendancieux, bien sûr, suite à une malice d'une certaine caste algérienne qui veut récupérer le pouvoir d'une certaine manière après l'ère Bouteflika. Pour nous... Vous pensez que ça aurait quelque chose à voir avec le 5e mandat, cette option, qui semble peut-être être sur le chemin de l'évacuation? Disons que tous les marqueurs actuellement, il y a une forte tendance que le 5e mandat n'existe plus ou n'existera plus. Il n'est plus question du 5e mandat. Il est question maintenant comment récupérer le pouvoir d'une certaine manière après l'ère Bouteflika, tout simplement. Mais comment, d'après vous? Cette transition, des élections, un autre président de façade? Éventuellement, un autre président de façade, mais ça ne sera pas facile cette fois-ci. Par contre, ils vont activer peut-être un article. Là, dernièrement, on a entendu qu'ils ont remplacé 5 membres du Conseil constitutionnel. Oui. D'ailleurs, on se pose la question... ça aussi, c'est un curieux hasard. Est-ce que c'est opportun de changer 5 membres? Est-ce qu'ils vont actionner le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'ils sont en train de préparer éventuellement l'article 102 ou... Mais pour l'article 102, je crois, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, que pour la décision, pour recommander l'empêchement, il faut une unanimité. Ça veut dire qu'un seul membre dise non et ça ne peut pas passer. Monsieur Michelnouf, excusez-moi, mais quand on fait pression sur 8 membres qui sont des individus pratiquement sans envergure tous... Et triés sur le volet. Je suis désolé, hein. Tout le monde va répondre au garde à vous, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste l'image par rapport à l'international, tout simplement. Alors pourquoi les changer maintenant, alors, dans ce cas? Puisque de toutes les façons, ils sont aux ordres, les uns ou les autres. Éventuellement, c'est une forme qui entre dans le cadre de la purge globale qu'il y a eu ces jours-ci aussi. D'accord. Là, maintenant, il y a plusieurs lectures par rapport à ça. Et d'après vous, cette purge, c'est quoi? C'est une purge, c'est un règlement de compte, c'est en vue d'évacuer le 5e mandat, d'après vous? En fait, tout est imbriqué. Comme nous, on l'a dit dans des déclarations précédentes,
cette histoire de cocaïne, c'est une aubaine pour l'Algérie parce qu'elle a permis un petit peu d'actionner certains leviers. Sans cette affaire, il ne serait jamais actionné. Donc il y a eu des histoires éventuellement de trucs sous-jacents à l'histoire du narcotrafic et du narcoterrorisme, ce qui a activé certains services spéciaux de l'armée, qui étaient plus ou moins dans leur rôle. Donc de réagir pour la protection du pays. En soi, c'est comme un système immunitaire, en fait. Mais cette histoire de cocaïne gate, est-ce qu'elle a été déclenchée pour aboutir vers un processus politique donné, ça veut dire entre autres, par exemple, l'évacuation du 5e mandat, ou est-ce qu'elle est l'effet, est-ce que tout ce qui se passe maintenant est l'effet de la prise de cocaïne? Est-ce que la prise de cocaïne a été une cause qui a tout déclenché, ou est-ce qu'elle a été déclenchée pour obtenir les effets auxquels nous assistons aujourd'hui? C'est une cause. C'est une cause. Ah, c'est une cause. D'accord, une cause première. Ça, bien sûr, c'est à partir de la cocaïne, tout a été déclenché. Exactement. Parce qu'il faut regarder l'origine de l'information, d'où est-ce qu'elle est venue, cette information déjà à la base. Comment elle est tombée au niveau du ministère de la Défense et non au niveau d'Interpol et au niveau de la DGSN. Quels sont les services concernés européens ou américains qui ont transmis l'information? Tout ça, c'est des questions auxquelles les juges sont censés répondre de manière ouverte. C'est pour ça que vous parlez de narcoterrorisme. Nous, on parle de narcoterrorisme, on ne parle pas de narcotrafic. D'accord. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Abdou Sammar, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Jamal. Toujours un plaisir de retrouver le Maghreb et de vous retrouver. Merci beaucoup, Abdou. Alors, Abdou, la question que je venais de poser à Elias Rahmani, est-ce que c'est un agenda? Est-ce que c'est un hasard? Toutes ces histoires qui se rencontrent sur le même palier, j'allais dire, Mokri qui déclenche une initiative politique, mais avec des partis tous plus ou moins proches du régime. Cette histoire de Saïd Bouteflika qui disparaît des radars, cette grande purge qui a lieu, qui n'en finit pas de nous apporter de nouvelles liquidations, c'est j'allais dire des limogeages. D'après vous, Abdou Sammar? Non, Jamal, ce n'est ni un hasard, ni quoi que ce soit. C'est une reconfiguration de la scène politique dictée par les urgences de l'actualité. Il y a une actualité très avec des rebondissements majeurs depuis l'éclatement du scandale de la cocaïne du Bourdon. Donc ce scandale a un impact extraordinaire sur la scène politique. Il y a une nouvelle reconfiguration des forces en place. Et M. Mokri essaie d'en profiter. Les islamistes sont réputés pour être des très bons opportunistes. Et en bon opportunisme, M. Mokri essaie de se positionner pour proposer une feuille de route au régime où il propose son parti, c'est-à-dire les frères musulmans algériens version islamiste light, comme étant une route de secours pour éviter au pays un éclatement ou une crise interne au sein du régime. Mokri a des ambitions présidentielles. D'abord, il faut le savoir. Mokri veut aussi que le MSP revienne au gouvernement. Mokri a bien compris que le MSP, en restant uniquement avec Djidjadi, des Ben Filiss et des autres, il n'aura jamais l'aura, qu'il pourra retrouver qu'il pourra jamais retrouver son influence d'antan. Mokri, c'est quelqu'un qui est un élève de Renouché en Tunisie, il veut beaucoup s'inspirer des islamistes tunisiens. Son rêve absolu, c'est de revenir au pouvoir, quel que soit le prix, pour peser sur la transition qui va se faire tôt ou tard en Algérie. Abdou, comment expliquez-vous qu'un Ben Younes, qu'un Ouihia, qu'un Ould Abbas, que les gens du FFS acceptent tous de le rencontrer dans le cadre de cette initiative? Vous n'avez pas l'impression que c'est une orchestration, tout ça? Qu'un Ouihia, qu'un Ould Abbas, qu'un Ben Younes acceptent sans sourciller de le rencontrer, de rentrer dans cette dynamique, ça ne vous inspire pas quelque chose? Non, Ben Younes n'essaie pas d'entrer dans cette dynamique. Ben Younes essaye de surfer sur une vague. Ben Younes, son parti a perdu énormément de légitimité. Il a eu beaucoup de départs internes. Il y a eu une crise interne terrible au sein du parti de Ben Younes. Et Ben Younes essaie de surfer sur l'actualité pour se refaire une santé, c'est tout. S'il veut rencontrer Mokri, c'est pour que la presse puisse en parler de lui. Parce que Ben Younes, il a une peur, une angoisse. C'est que le 5e mandat puisse se faire sans lui. Et effectivement, s'ils vont faire la campagne du 5e mandat, ils risquent de ne même pas faire appel à lui, parce que son parti est complètement éclaté, il ne compte plus pratiquement sur la scène politique. Abdou, à votre avis, Abdou, cette option du 5e mandat, votre avis personnel, d'après vous, où est-ce qu'elle en est, l'option? Elle est pour moi inévitable, sauf miracle de dernière minute. Le 5e mandat est en train de se préparer sur le champ et sur les ruines de ces limogeages.
sur cette destruction massive de pas mal de clans au sein du pouvoir algérien. Le régime veut prouver à l'opinion publique qu'il est en train de se nettoyer de l'intérieur, qu'il est en train de lutter contre l'argent sale, qu'il est en train de se réformer. Ils ont envoyé un message comme quoi le pouvoir de l'argent n'a plus cours au sein du palais présidentiel. C'est une tactique qui est en train de se faire pour faire accepter le 5e mandat. La feuille de route et la stratégie est en train de bien marcher, parce que on en est d'ici la fin de l'été, peut-être on va dépasser le chiffre de 200 personnes qui seront limogées, ce qui est énorme durant ces dernières années. Je pense que c'est un épisode sans précédent dans l'histoire du régime algérien. Je pense franchement que rien ne va arrêter le 5e mandat. Je ne vois aucun obstacle. Restez avec sauf, nous. encore Restez une fois, avec à la nous. dernière minute. Restez avec nous, Abdou. Je reviens à vous. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir aux invités, aux amis. Bonsoir, Karim. Alors, Karim, d'abord, le timing de cette initiative de Makri, timing qui interpelle quelque peu, puisqu'il se passe à un moment où ça clignote de partout. À votre avis, c'est un hasard, un agenda? Un hasard, un agenda, mais en tout cas, dans un pays normal, qui prépare une élection présidentielle qui est un événement politique majeur, ce débat devait inclure autant la société, l'élite, les partis politiques et tous les segments de la société. Malheureusement, on n'est pas dans le débat. On est toujours dans les logiques d'appareil, on est toujours dans des initiatives, entre parenthèses, ce sont des reprises, des mêmes mots, des mêmes sillages. Vous prenez l'initiative consensus ou de feuille blanche du FFF, l'initiative du MLC. En fait, Karim Tabou, si vous avez un téléphone portable, il faut essayer de ne pas trop bouger parce qu'on vous perd. Karim Tabou. Nous reprenons Karim Tabou dans un moment. On essaye de régler ce problème. J'espère qu'on pourra l'avoir sur un téléphone fixe. Ilyas Rahmani, très directement, ce 5e mandat, finalement, il a des chances de passer en l'état des choses? Non. 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 Pourquoi? À cause de l'état de santé de Bouteflika seulement ou parce qu'il y a reconfiguration, comme le disait Abdou Souma? Il ne s'agit pas d'un état de santé de Bouteflika uniquement. Le président n'existe plus. Il est complètement absent. Il n'y a personne qui est réellement au règne des pays. Il n'y a pas un président. Vous imaginez une entreprise sans directeur général, sans président-directeur général, sans gérant. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionnera jamais. D'ailleurs, c'est son absence qui a provoqué 80% des problèmes des dernières années. Tout simplement. Donc, il n'y a pas de 5e mandat. Il ne faut pas qu'il y ait de 5e mandat. Il ne faut même pas qu'on en parle du 5e mandat. Parce que c'est une sottise de parler de 5e mandat. Mais c'était le cas pour le 4e mandat. Au moment où il avait été imposé pour un 4e mandat, ou au moment où il y avait eu ce consensus, ce deal entre les chefs de l'armée et la fratrie Bouteflika et, paraît-il, certaines puissances étrangères, à ce moment-là, Bouteflika n'était pas en état de diriger. Et pourtant, il est passé. Le 4e mandat en soi est une bêtise. Oui. Maintenant, la situation, elle est flagrante. Ce monsieur ne peut pas diriger l'Algérie. Il ne peut même pas diriger une wilaya. Comment voulez-vous qu'il dirige l'Algérie? Mais en 4e mandat aussi, elle était flagrante, la situation. Il n'a même pas fait sa campagne électorale. Tout à fait. Pendant son discours d'investiture, nous avons les images. Saïd Bouteflika a envoyé un homme du protocole retirer les feuillets parce qu'il ne parlait pas selon ce qu'il écoutait à l'oreillette, mais il lisait vraiment. Et donc, ça, tout le monde a vu qu'il était dans l'incapacité la plus totale de diriger le pays. Pourtant, il est passé. On a fait, d'ailleurs, sa campagne sans qu'il y assiste, ne serait-ce qu'une seule fois. Oui, mais M. Benchenouf, comment il est passé? Oui. Il est passé. Il a été élu, entre guillemets. Oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre d'élu avec lui? Enfin, de concurrent? Est-ce qu'il avait un concurrent déjà à la base? Oui, mais... Je pense que c'était Ben Felice, non? Oui, mais... Donc il est passé grâce aux lièvres qui ont joué le jeu. Vous savez très bien qu'en Algérie, le président élu est celui qui est désigné par l'armée. Vous le savez très bien. Oui, néanmoins, M. Benchenouf, néanmoins, désigné par l'armée, l'armée ne désigne pas de manière officielle. Oui, donc sûr, il y a un jeu. Et ce jeu-là, toute la classe politique y a adhéré. Oui. Elle a accepté un fait. D'après vous, la classe politique a son mot à dire dans ce pays? Très franchement, en dehors de l'armée,
la classe politique, les partis politiques qui sont à la PN et ceux qui savent, vous pensez qu'ils ont leur mot à dire? Non, on ne parle pas de la PN, mais la classe politique, si elle Quelle existe classe réellement, politique? Laquelle? ben celle-là qui existe actuellement. Les partis politiques, vous voulez dire? Voilà. Celle qui fait le décor politique national. Le décor, vous l'avez dit. Le dit. décor politique, Oui. tout à fait. Oui. Si elle existe réellement, eh ben, elle peut réagir. Oui. Parce qu'on ne vit pas tout seul dans le Mais elle monde. n'existe pas. Elle n'existe que virtuellement, j'allais dire. Voilà. Donc, c'est ces gens-là qui se sont mis en avant en tant que classe politique, c'est eux qui ont permis le 4e mandat. Oui. Par contre, par rapport... Qui l'ont permis, non, moi je dirais qui ont été la façade, qui ont fait passer le suppôt. Quoi. Cautionné, si vous voulez. Cautionné. Voilà, donné, voilà. Ils ont donné un quitus. Voilà, absolument. D'accord. Ouais. Parce que si on fait une étude rétrospective de la situation, il y avait un mouvement naissant qui s'appelait Barakat. Bon, je ne connais pas exactement comment il est né ce mouvement-là. À l'époque, déjà, je n'étais pas dans la politique, donc j'observais de loin, comme on dit. D'accord. Mais il y avait un mouvement. Ce mouvement a été étouffé par qui? Il a été étouffé par le parti de M. Meflis, Talah el-Hurriyat, qui s'est exprimé face au peuple. Et il a dit, si jamais le vote était truqué et que je ne passe pas président, je fais descendre les gens dans la rue. Il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Donc il était là pour faire passer un mandat. C'est comme... voilà, tout simplement. Mais maintenant, le 5e mandat... Et pourquoi ça serait différent pour le 5e mandat? Disons que le 5e mandat, même sur le plan international, ils n'ont aucun quitus actuellement. Tout le monde... Ils ne sont pas soutenus comme ils l'étaient pour le 4e? Non, la situation actuelle de la zone est tellement périlleuse que... Non, les gens qui ont cautionné, qui ont influencé pour que M. Bouteflika passe le 4e mandat, on ne dit pas M. Bouteflika, d'ailleurs c'est un système. Oui. D'accord, il faut parler de système en fait, il ne faut pas parler de la personne elle-même parce que le système il perdure depuis 62, si ce n'est un petit peu avant. Donc ils ont permis à ce système de continuer encore pendant 5 ans. Là, la situation est tout autre. C'est-à-dire s'il y a une chance que l'Algérie soit déstabilisée, là, ça serait catastrophique pour la zone. Il ne faut pas oublier Et un 5e mandat contribuerait à la déstabilisation? Éventuellement. Mais Abdou Sammar est en train de nous dire, sauf miracle, le 5e mandat va passer. Et pour lui, cela ne fait aucun doute. Vous dites tout à fait le contraire. Moi, je dis, sauf miracle, le 5e mandat va passer. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. J'aimerais que l'un et l'autre nous donniez des arguments. Vous êtes en train de le faire. C'est vous êtes très en train simple. de nous dire que la situation est explosive sur un plan régional, c'est-à-dire terrorisme notamment dans le Sahel, etc. Mais sinon, quoi d'autre? Le plan économique. Oui, c'est vrai. L'inflation. Oui. La colère populaire. Oui. La situation dans le sud de l'Algérie. La situation dans les villes. Il n'y a pas que Alger en Algérie. Oui. Il y a d'autres villes qui souffrent. Tout là, il y a un mal social qui est flagrant. Il y a des petites révolutions un peu partout. On ne les voit pas, mais elles sont là. Mais à un moment donné, il y a un facteur déclenchant. Et là, ça peut se généraliser, ça peut complètement se déstabiliser, ça peut se déséquilibrer. Pour le moment, nous assistons à des émeutes, à des jacqueries. Il n'y a pas de véritable révolte populaire, ni de contestation politique. On assiste à des précurseurs d'une situation très instable. Mais ce régime a l'habitude, par exemple, pour ce qui est des médecins résidents, qui est pourtant un mouvement national d'une très grande ampleur et qui a pris des années, j'allais dire, des mois. Et ils ont fini par l'essouffler, par le fatiguer, par le vider de toute substance, par monter les médecins résidents les uns contre les autres, et par les débouter carrément, par même leur refuser les droits les plus élémentaires. Ils sont en train de les chasser maintenant, quasiment. Oui, parce que les médecins résidents aussi, on a constaté qu'ils n'étaient pas vraiment tous soudés. Oui. Donc, et même leurs revendications un petit peu, ils étaient à contrario de ce que les masses médias ont expliqué au fait, au peuple. Donc même il y a une partie de la société algérienne qui s'est retournée contre les médecins. Ils ont senti que les médecins ne voulaient pas travailler dans le Sud, qu'ils n'étaient pas nationalistes, qu'ils ne voulaient pas assumer leur mission, qu'ils faisaient des études. On a beaucoup déformé leurs revendications. Exactement. Il y a les médias aussi qui jouent un très grand rôle. Oui. Mais attention, des médias orientés comme ça, qui donnent que des informations erronées, une situation complètement qui ne correspond pas à la réalité, ça peut jouer dans l'autre sens aussi. C'est que demain, si la société se soulève, elle risque de ne pas entendre la voix de la raison. Absolument. Absolument. Parce qu'elle va entendre aucune voix, au fait. La perte de confiance en les politiques et en les médias. Exactement. Nous allons reprendre Karim Tabou. Karim, je vous laisse poursuivre. Nous avons été coupés. Allez-y. Oui, Je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez.
Je disais que dans une situation normale, un débat qui inclut la société, les partis politiques et qui va dans tous les sens est nécessaire. Et malheureusement, dans notre pays, c'est toujours une logique d'appareil. Ce sont des redites et des initiatives, des répétitions, avec les mêmes mots. Et d'ailleurs, la politique maintenant, c'est à intérioriser dans son discours le fait de ne rien dire de nature à déranger le pouvoir. Maintenant, le MSP, le FFF, le RCD, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit dans le pouvoir ou en dehors du pouvoir, on est en train d'utiliser la même sémantique, le consensus d'entente nationale de la réalité, et que l'impasse est dans notre discours. L'impasse est dans l'analyse que nous faisons de la situation. Il n'est pas possible aujourd'hui de rester l'otage de mots et d'appareils qui sont eux-mêmes la crise. Et je pense que l'initiative du MSP, comme l'initiative du FFR, elle n'est là que pour donner l'apparence d'un débat national, d'un débat politique. Et la réalité est que les décisions désormais dans ce pays se prennent dans des lieux obscurs. Et moi, je me souviens des années 2000, lorsque le FFI avait adressé son mémorandum le 12 mai 2001, il avait adressé au chef de l'État, au chef du DRS, le général Toufi, et au général Mohamed Ammari, à l'époque, c'était le chef d'état-major. À l'époque, il y avait un mérite de clarté, que le pouvoir est partagé entre le DRS, la présidence et l'armée. Aujourd'hui, on est dans une situation tellement confuse que la classe politique ne fait même pas d'effort d'utiliser la population, de produire des idées. Il se suffit de dégager des analyses, plutôt des lectures, basées essentiellement sur les informations qu'il reçoit des différents cercles. La classe politique est devenue l'instrument des manipulations. Certains appellent ça les luttes, mais de manière générale, si jamais, ça reste un avis personnel. Mais Karim Tabou, excusez-moi. Karim Tabou, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il est indiqué, en l'occurrence, de parler de classe politique, très franchement? Non, c'est dommage. Dommage que les mots que nous sommes en train d'utiliser dans notre débat n'ont pas d'ancrage, n'ont pas de sens parfois, parce que de là à qualifier ces partis de partis politiques, de cette classe de classe politique, ce n'est pas le cas. Parce que la fonction politique elle-même est remise en question. Et vous savez, l'expression qui dit la fonction des organes, elle est vérifiable. Quand vous tuez la fonction politique, il n'y aura plus d'organes politiques. Et c'est le cas de le dire dans notre situation. Et malheureusement, la seule chose qui fait office de politique, soit ce sont les spéculations dans les médias, les manipulations qui se déroulent dans les médias, ou les opérations de différents clans, de différents groupes qui sont en train d'utiliser des segments, soit dans la société, soit dans les médias, soit dans la classe politique. Karim Tabou. De manière générale. Oui, allez-y, poursuivez. Ça reste une lecture personnelle. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas vu dans tous les secteurs du pouvoir, qu'ils soient dans l'administration, dans l'armée ou dans le domaine de l'économie, etc., un segment qui a montré une quelconque opposition, si ce n'est la course à l'allégeance, la course effrénée à celui qui propose le plus de services que les autres, et malheureusement la classe politique est entrée dans ce sillage. Karim Tabou, sur un plan plus factuel, comment expliquez-vous cette disparition de M. Saïd Bouteflika, dont on n'entend plus parler quasiment? Je ne pense pas que ce soit une disparition. Moi, je pose le débat au niveau de la prise de décision et des gens qui influencent les décisions politiques. De mon point de vue, les 4 mandats du président de Bouteflika ont eu le soutien
de l'institution militaire. Et il n'est pas exclu que cette institution puisse apporter un soutien franc au 5e. D'autant plus que le seul problème qui aurait pu soulever quelques interrogations, quelques résistances, fut la méthode constitutionnelle. Et après la révision de la Constitution, je pense que cette question elle est réglée, en tout cas au niveau des appareils. Il ne trouve plus d'inconvénient, puisque légalement, le président de la République s'est donné le droit constitutionnel de se représenter. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes dans l'institution militaire qui soient capables de dire non parce que le pays est en crise. Je ne pense pas qu'ils aient le même regard que nous envers le pays. Je ne pense pas qu'ils évaluent de la même manière que le Maghrébien, que nous, militants politiques, la situation. Il est vrai que le pays, aujourd'hui, est chargé de violence, est chargé de péril, est chargé de contestation, est chargé de remous, mais de là à penser que tous ces remous puissent déclencher quelque chose qui soit de cette envergure à emporter le régime, moi je ne le pense pas, parce que si on fait une comptabilité des émeutes, une comptabilité des mouvements de contestation, les années précédentes, les services même du pouvoir avaient communiqué un chiffre de 11 000 émeutes à l'échelle nationale. Ça n'a pas changé grand-chose dans la nature du pouvoir, ni dans ses instruments, ni dans ses méthodes de manipulation. Par contre, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui contestent, il y a des contestations sociales, mais malheureusement, c'est que les effets de la violence sont là. Et la fonction de la violence pendant toutes ces années, l'effet de la violence durant toutes ces années, a fait qu'il y a une espèce de désarmement politique. Les gens, même s'ils sont en colère, mais ils n'arrivent pas à transformer leur colère en une vision politique, en une démarche politique capable d'enrôler la société, donc d'avoir des résultats positifs. Restez avec nous, Karim Tabou. Abdou Semmar, Ilyas Rahmani était en train de nous dire, contrairement à vous, que lui ne croyait pas du tout à l'option du 5e mandat, que celle-ci lui semblait désormais quasiment abandonnée, évacuée. Et il nous a donné des arguments pour ça. Il a parlé de la situation sécuritaire régionale, il a parlé de l'effondrement des ressources financières algériennes qui laisse augurer d'une grosse inflation, d'émeutes, voire même de révoltes. Il a parlé de l'état de santé de Bouteflika qui ne peut plus être caché. Et vous-même, quels sont les arguments qui plaideraient en faveur de votre avis, de votre opinion ? Moi, je suis prêt à ouvrir les paris, Jamal. Moi, je suis prêt à ouvrir les paris. Et celui qui gagne n'aura qu'à offrir l'un à l'autre un cadeau. En fait, pour être très sérieux, la chose elle est simple. Pourquoi le 5e mandat 1, il n'y a aucune alternative politique interne. Il n'y a aucun camp politique qui s'oppose au régime réellement, qui menace sa sécurité, qui menace sa survie ou sa pérennité. On n'a aucun leader politique qui a émergé qui pourrait proposer une alternative. Aucun projet politique, sérieux ou projet société. 2, vous parlez de sécurité régionale. Les puissances partenaires des Algériens, soit les États-Unis ou la France, ils sont prêts, ils misent sur la continuité en Algérie. Et ce contre-refuge de la démocratie de l'Algérie, pour eux, il ne faut pas qu'il y ait une deuxième Syrie ou en Afrique du Nord. L'Algérie est un pays stable, avec une armée qui est là, qui est structurée, avec un Bouteflika qui garantit une prise de force, qui parle aux interlocuteurs étrangers, les intérêts des grandes puissances sont conservés. Donc pourquoi voulez-vous que les grandes puissances ne misent pas sur Bouteflika ? 2, on parle de front interne. Moi, franchement, les chiffres des émeutes ont beaucoup baissé par rapport aux dernières années. Le front social a toujours été en ébullition. Ça n'a jamais été une donnée interne qui a modifié quoi que ce soit. Il n'y a pas un mouvement de compensation sociale à l'échelle nationale. Donc, encore une fois, le régime n'est pas en insécurité pour qu'il trouve un plan B. Bon, franchement, tous les ingrédients sont là. Et puis que vous voulez ou pas, les Algériens, notamment les Algériens de l'Algérie profonde, ils n'entreront jamais dans une équation politique s'il n'y a pas un véritable projet qui est derrière. Oui, mais Abdou, la continuité du statu quo avec Bouteflika que de s'aventurer avec des plans B ou des plans C qui ne leur offrent pas de véritables projets pour l'avenir. Oui, mais Abdou, si je me permets de reprendre quelques-unes de vos assertions. Alors, quand vous parlez d'aucune alternative politique interne,
Il n'y en a pas. C'est-à-dire là, on entre dans la logique du système. Ça veut dire, à partir que le système a provoqué un désert politique dans le pays, de façon à ne laisser émerger personne, ça veut dire que c'est ad vitam aeternam que nous devrons le subir. L'autre, quand vous dites aussi que le pays est stable parce qu'il a une armée forte, une armée forte, mais qui n'est pas républicaine, qui prend le pouvoir, qui décide où va le pays, où il ne va pas, ce n'est pas forcément ça la stabilité politique. Comme vous dites qu'il n'y a pas de contestation nationale, contestation véritable populaire, c'est faux. Nous avons vu ces contestations syndicales énormissimes. Nous avons vu ces mouvements des médecins, ces mouvements des enseignants. Et quand vous dites que Bouteflika a réuni un statu quo autour de lui, je ne pense pas que ce soit vrai. Il n'y a pas de statu quo autour de Bouteflika. Il y a plutôt, comment dirais-je, un ras-le-bol. Les gens ne se sentent plus concernés. Ils se contentent de vouloir quitter leur pays à tel point que... Et puis, vous savez très bien que personne ne croit que c'est Bouteflika qui dirige le pays. Donc, Abdou Sammar. Alors, je vous réponds. Vous me dites qu'il y a une alternative. Dites-moi, elle est portée par qui? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 2 candidatures à l'élection présidentielle. Nasser Boudieff et Fethi Ghemti du MDS. Fethi, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, il est méconnu par 99,5% des Algériens. Oui, mais on ne parle pas de ça, Abdou. On ne parle pas de ça, nous ne parlons pas de ça. L'alternative, ce n'est pas se porter de candidat dans des élections truquées à l'avance. L'alternative, c'est créer le désir de changement au sein de la population et permettre à la population de s'exprimer, de voter, de choisir, d'être souveraine, c'est ça. Ce n'est pas aller se porter candidat dans des élections jouées à l'avance. Jamais. Alors, pour ne pas s'interrompre, s'il vous plaît, très important. D'accord. Il faut éviter le piège du populisme. Allons-y. Là, le projet politique se construit par des infrastructures politiques, par des appareils, par des courants, par des pensées. Ce n'est pas à moi, journaliste, dont le travail consiste uniquement à révéler l'information, à la décrypter, de porter un projet politique. Aujourd'hui, malheureusement, je ne le dis pas avec le cœur grand ouvert ou avec le sourire au visage, mais il faut accepter la réalité telle qu'elle est pour pouvoir la changer. Aujourd'hui, il n'y a aucune alternative politique qui est proposée. Nous avons une opposition morcelée, très minoritaire, des partis qui passent leur temps à se disputer entre eux. Nous n'avons pas un leader politique qui mobilise, qui fédère tous les Algériens. Nous n'avons qu'une scène politique qui s'enferme dans des polémiques stériles. En face, il y a un régime qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup mieux structuré. C'est une réalité. Il faut être aveugle pour ne pas la reconnaître. On ne peut pas vendre du fantasme aux Algériens. Les Algériens ne sont pas bêtes. Ils regardent autour d'eux. Ils voient bien qu'il y a une indigence politique de notre politique. Alors, Abdou, selon vous, et je laisserai après Elias Rahmani et Karim Tabouvé répondre, mais selon vous, refuser le diktat d'une mafiocratie dans ce pays et ne pas l'accepter en tant que la seule évidence acceptable serait être aveugle, d'après vous? Non, refuser la mafiocratie. Tous les Algériens refusent la mafiocratie. On n'est pas en train de dire vive la mafiocratie. On est en train de dire est-ce qu'il y aura un 5e mandat, oui ou pas. C'est pas ça la question. On ne peut pas changer le match. Un match a commencé et vous voulez changer le match, disputer un autre. Le débat n'est pas de dire est-ce qu'il y a une mafiocratie ou pas en Algérie. Ça, même un garçon de café dans une ville lointaine à la frontière du Mali ou du Niger vous dira qu'il y a une mafiocratie en Algérie. On ne va pas faire un débat à la télé pour dire qu'il y a une mafiocratie. On n'apporte rien aux Algériens. Oui, mais on ne peut pas parler de statu quo, Abdou. On ne peut pas parler de ce que vous avez appelé statu quo. Il n'y a pas de statu quo autour de cette mafiocratie, justement. Moi, je vis à Alger. Je vois une pérennité du statu quo. Je vois un régime qui essaie de se nettoyer de l'intérieur et qui n'est pas inquiété. Il y a quelques escarmouches, il y a quelques petites poches de résistance, mais je suis désolé, il faut être réaliste et reconnaître la vérité. La vérité est la suivante. La résistance contre le régime algérien, elle est très faible aujourd'hui. Elle est immensément faible. On ne va pas comparer. Et tous les mouvements que vous avez cités, est-ce que les médecins résidents ont demandé le départ du régime? Non. C'était des revendications socio-économiques.
Est-ce que les enseignants ont demandé le départ de Bouteflika? Non, c'est des revendications socio-économiques. Nous avons vu à Oran des manifestations, des gens qui ont coupé la route, entre guillemets, pour parler en arabe algérien. Ils ont dit nous sommes avec le 5e mandat, donnez-nous des logements. Au contraire, nous avons une opinion publique qui est mercantile et qui est prête à soutenir un 5e, et un 6e, et un 7e mandat qui lui satisfait quelques revendications socio-économiques. Je vous dis de minimiser une seule manifestation où des Algériens sont sortis dans la rue pour dire non au 5e mandat ou non au pouvoir. Il n'y en a pas une. Et restez avec nous, Abdou Sammar. C'était autour du salaire et c'était autour de la qualité ou du rythme de vie. Restez avec nous, Abdou Sammar. Et c'est vrai, il faut lui rendre justice, Abdou Sammar, il n'y a pas de revendications sociopolitiques. Il n'y a les manifestations, si tant est qu'elles existent. Tout à l'heure, Karim Tabou nous a parlé de 11 000 émeutes pendant une année, mais aucune d'elles, je crois, n'était porteuse de contestation politique. D'accord, déjà je tiens le pari pour Oui. le 5e mandat. D'accord, Donc, ok. je tiens le pari. Je note les paris. Je dis à M. Abdou Sammar, je tiens le pari pour le 5e mandat. Maintenant, Ça veut dire qu'il n'aura pas lieu pour il vous. n'aura pas lieu. D'accord. Moi, je n'ai jamais dit qu'il y avait une alternative politique en Algérie. J'ai toujours dit que la scène politique, c'est une coquille vide. Tout parti confondu. Alors, je ne parle même pas des partis qu'on considère comme les grands partis, que moi je considère comme des appareils du système. Je parle du FLN et du RND. En fait, il s'agit de prétention et d'ambition d'une partie de ce même régime dont parle M. Abdou Sammar. Parce que le fait de dire régime, il faut identifier c'est quoi le régime. Est-il soudé? Est-ce qu'on a affaire à la même entité? Ou est-ce que c'est un équilibre entre 2 ou 3 entités? C'est ça, en fait, la question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas dans la situation où il y a une entité maintenant qui a des prétentions autres que d'être sous la coudée de M. Bouteflika ou du consortium Bouteflika? C'est ça ce qu'on dit, nous. On ne dit pas qu'il y a une alternative politique. Parce qu'il n'y a pas d'alternative politique. Il n'y a pas de politique en Algérie. Tous les partis qui existent en Algérie font partie d'un décor censé montrer une image à l'international. Ils n'ont rien à voir avec les activités politiques. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont aucune base populaire. Maintenant, quant à l'initiative de M. Moukari elle-même, maintenant, on va dire les choses un petit peu plus clairement que ça. Comme ça, M. Abdou Sammar, peut-être qu'il va un petit peu analyser ce que je dis et me donnera son avis plus tard. Donc, M. Moukari, il représente quoi? C'est la seule entité, plus ou moins, qui représente un courant islamiste en Algérie. À rajouter à ça le petit parti de M. Jabla Abdallah et d'autres petits partis microscopiques. D'accord. Quand on met en avant quelqu'un comme ça, qui a été instruit pour déclarer, je ne sais pas, Marhala Intiqaliya, quelque chose comme ça, avec la participation de l'armée. Pourquoi il a cité la participation de l'armée? Nous, dans notre analyse, on a dit oui, l'armée doit réagir, doit intervenir, mais pour juste sécuriser, pour juste stabiliser les institutions pendant la transition. Mais la transition doit être consensuelle entre tous les courants politiques, même s'ils sont nuls, ces courants qui existent. Mais on fait avec ce qu'on a. Peut-être qu'on pourra réveiller certaines ambitions réelles politiques chez ces gens-là, qui ont vécu de tout temps sous un diktat, sous l'arme, sous la tempe. Donc il faut un petit peu les comprendre aussi. Parce que pour former une classe politique, il faut du temps. Et il faut que déjà les régions du pays puissent permettre la formation d'une classe politique. Ça commence dans le berceau. Ça n'a jamais été fait en Algérie. Tout a été fait pour éliminer toute tendance politique. Tout simplement. Maintenant, le jeu, c'est un jeu de moyens aussi. Oui, mais l'armée a le pouvoir. L'armée, c'est elle qui a la réalité du pouvoir aujourd'hui. C'est elle qui fait les présidents, c'est elle qui décide qui doit être ministre, qui ne doit pas l'être, ou alors qui le permet, qui permet qu'un tel puisse nommer des ministres. Mais le pouvoir lui revient à elle, et à elle seule. Pourquoi se départirait-elle d'un tel pouvoir, de tels privilèges comme ça du jour au lendemain, et n'assister qu'à titre d'observatrice, d'encadreur dans une dynamique de transition? Pourquoi? C'est elle qui a le pouvoir. Monsieur Benchenouf, là, on se trompe de sujet et d'identification. Vous dites l'armée. C'est quoi l'armée? Il faut l'identifier, cette armée. Les chefs de l'armée. Les chefs. On parle d'une partie des chefs de l'armée. Ouais. Est-ce que vous parlez des chefs opérationnels technocrates ou vous parlez des chefs qui n'ont aucun mérite? Les chefs de l'armée qui ont le pouvoir. Là, vous parlez de la partie la plus
la plus corrompue de l'armée, en fait. C'est des chefs qui ont plus ou moins une légitimité historique, qui ont un parcours de 50, 60 ans dans l'armée, etc., qui dirigent les rênes de l'armée, mais ils ne dirigent pas sur le plan technique l'armée. Mais ils en barrent sur toute l'armée. Sinon, ils ne seraient pas aussi forts. Parce que l'armée n'est pas politisée, M. Benchenou. Oui, mais quelle que soit l'explication, ce sont eux les véritables chefs de l'armée, toute l'armée, qu'elle soit technique, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout ce que vous voudrez, qu'elle soit affairiste, ce sont eux qui sont le noyau dur de par la décision politique, y compris la révocation, le limogeage, renvoyer les gens à leur foyer quand ils ne leur plaisent pas, etc. Oui, mais il faut comprendre la structure de l'armée, M. Benchenou. La structure de l'armée ne peut pas se permettre de réfléchir hors son contexte réel et hors sa vocation. C'est-à-dire, si vous prenez un colonel qui est dans un service technique, vous ne pouvez pas lui demander de réfléchir comme un politique, ni d'essayer d'analyser la politique. Lui, il a une mission bien précise. On lui demande d'exécuter. Exactement. C'est des fonctionnaires. Là, on incrimine l'armée, on la met toujours dans une position où toute cette armée, on dirait qu'elle vient d'un autre pays. Non, quand nous parlons de l'armée, nous parlons des chefs de l'armée, ceux qui ont le pouvoir de décision dans ce pays. Très bien. Les chefs Et je ne parle pas de décision politique uniquement. Les chefs dont vous parlez, demain, peuvent prendre des costumes et être président, ministre de l'Intérieur, ce que vous voulez. C'est arrivé par le passé. Oui, on l'a vu par le passé. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les rattacher à l'armée. Oui, ils dirigent, mais ils dirigent une machine. L'armée, c'est une machine. Pourquoi, si vous voulez, si on revient en arrière, pourquoi le DRS avait toute cette influence à l'époque? Parce qu'il avait la casquette politique, il avait l'information, il réagissait à la scène politique. Absolument. Là, maintenant, ça n'existe plus. Donc, si vous... On va faire un parallèle avec d'autres pays, par exemple. Pourquoi d'autres pays dictatoriaux s'arrangent toujours pour que les services de renseignement appartiennent au ministère de l'Intérieur et pas au ministère de la Défense? Pour éviter que l'armée ne prenne le pouvoir. C'est très simple. Plus que ça, pour que l'armée puisse réagir. Parce que l'armée, c'est quoi? C'est un très gros corps constitué, qui est très discipliné, qui obéit aux ordres, qui a des missions, qui ne déroge pas à ses missions. Les gens suivent les instructions parce que c'est le b.a.-ba de l'armée elle-même. Sinon, ce n'est plus une armée, c'est une milice. Oui. D'accord. Il y a des politiques qui sont intelligents, il y a des gens qui sont malicieux, qui jouent sur ça. Maintenant, effectivement, même si l'armée, demain, disons l'armée qu'elle est honnête, vers qui elle va se retourner, M. Benchenou? Vers qui? Vers qui, sur le plan politique, elle va s'appuyer? Vers qui? Ça dépend, il y a autant de réponses qu'il y a d'hypothèses. Il n'y a pas. Maintenant, nous, quand on a vu ce qui se passait avec la déclaration de M. Moukari, qui n'a pas un mécanisme à mettre en place, etc., juste qui déclare comme ça, il rencontre des politiques, il essaie de faire une propagande, je ne sais pas, c'est un ballon d'air de test, quelque chose comme ça, peut-être. Ou éventuellement, on veut mettre les islamistes en avant pour faire le scénario égyptien. Ah. Très intéressant. Et nous allons passer, il ne reste plus beaucoup de temps, à Karim Tabou. Il nous reste environ 3 minutes. Karim Tabou. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez de cette... comme nos deux amis ont parié sur le 5e mandat, pour ou contre. Et vous-même, Karim Tabou, vous pensez que cette option du 5e mandat tient toujours? Moi, personnellement, à chaque étape de la crise de ce pays, je continue de militer pour le retrait de l'armée des affaires politiques. C'est tout le contraire de ceux qui demandent à l'armée de prendre des rênes politiques. Parce que ce pays est otage d'appareils qui ne veulent pas restituer la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de s'organiser à la population. La première instance qui a confisqué le pouvoir dans ce pays, c'est l'institution militaire. Donc aujourd'hui, je suis très choqué, très étonné, parfois très en colère, d'écouter des hommes, des femmes qui se proclament de l'opposition, qui prétendent être la réponse à la crise et l'alternative à la crise, et c'est eux-mêmes qui retombent dans le même problème, c'est-à-dire, chez nous les Kabyles du temps de la Révolution, on dit « et aussi aux Romains, je j'ai été agressé par un Français, j'ai été me plaindre auprès de son frère. Et on est dans cette logique. Aujourd'hui, le 5e mandat, s'il doit être décidé en tant que tel, c'est l'institution militaire elle-même qui le décide. Et je réponds quand même à Abdou, amicalement. Le pouvoir n'est pas fort. Dans un pays où, avant les élections législatives, on a décidé de faire les militaires, de faire voter les militaires en dehors des casernes, parce que c'est le seul peuple qui vote pour le pouvoir, c'est un pouvoir qui n'est pas fort. Souvenez-vous que l'élection législative dernière, même au sein du pouvoir lui-même, de toutes les instances,
ils ont estimé le taux de participation à 8 jusqu'à 10%. Dans un pays où on a révisé la Constitution, on a fait des mouvements de Wadi plus de 100 fois, on a nommé des secrétaires généraux de Daïra, on a nommé des ministres, on a amendé la Constitution plusieurs fois et on est toujours au point de départ et on est incapable d'assurer la sécurité des gens et on a peur de quelqu'un qui va faire la prière du vendredi. On mobilise toute une armada de gens pour empêcher un homme de faire la prière de vendredi. On qualifie ça de pouvoir fort. Je suis très, très choqué. Et je pense qu'il faut donner de l'espoir aux gens. L'alternative, c'est vrai que considérer que l'alternative soit un appareil qui vient, qui va sortir de je sais pas d'où, il va apporter un projet, c'est faux. Il y a une alternative qui se construit par deux dynamiques, tout simple. L'alternative, ce sont ces jeunes qui ont défrayé la chronique dans les stades de football ils se sont tournés, ils se sont mis de dos devant le chef de l'armée en lui disant « Nous sommes contre cette gestion du pays ». Quand vous écoutez les chansons des supporters de l'équipe de l'Harrach, de l'USMA, de la Kabylie, de la JSK, vous voyez les stades sont devenus les foyers de l'expression politique. Quand vous voyez tous ces jeunes qui sont en train de contester par tous les moyens, dans les réseaux sociaux, dans les stades, dans les routes, c'est ça l'alternative. La deuxième alternative, c'est la grande conclusion de Karl Marx. Le pouvoir porte en lui-même les germes de sa propre destruction, comme le capitalisme. Merci Karim Tabou. Le pouvoir porte en lui-même les germes de sa propre destruction, comme le capitalisme. Merci Karim Tabou, merci Ilyas Rahmani, merci Abdou Sommar, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bkhaw ala khair, Slama.